longtemps considéré comme une niche au cœur de l'univers cinématographique et même considéré comme un sous-genre, le slasher se définit comme étant des films d'horreur mettant en scène plusieurs amis et couples à la merci d'un tueur en série. Et si actuellement il serait très facile d'énumérer des slashers qui ont marqué le cinéma, définir le tout premier slasher reste difficile. Certains parleront de Psycho d'Alfred Hitchcock en 1960, où Marion Crane, interprétée par Janet Leigh, se fera assassiner dans l'une des scènes les plus iconiques du cinéma, et d'autres spectateurs considéreront à juste titre que Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper en 1974 sera bel et bien le premier slasher, racontant l'histoire d'une bande d'adolescents traqués et tués par une famille cannibale et un certain Leatherface. Ce genre s'inspirera bien évidemment des giallo, un genre cinématographique italien mêlant l'horreur au genre policier, rendu célèbre notamment grâce à Suspiria de Dario Argento en 1977. Mais lorsque l'on évoque le slasher et le plus célèbre meurtrier du cinéma, un film brillera au cœur de cette liste et un personnage en particulier, le dénommé Michael Myers, qui hantera des nuits de beaucoup d'adolescents. À la fin des années 70, Irving Yablans et Mustafa Akkad, deux producteurs de films indépendants, approcheront John Carpenter, jusque-là réalisateur de Dark Star et d'Assaut, avec cette idée de créer un film autour d'un tueur en série sujet à des problèmes psychologiques qui s'en prendrait au baby-sitter de son quartier. La machine se met vite en route avec l'écriture du scénario par Carpenter et sa compagne de l'époque Debra Hill, à qui ils donneront le titre provisoire Le Meurtrier de Baby-Sitter, avant de le changer en Halloween pour correspondre à la période où va se dérouler le film. L'idée principale du film, iconiser le mal et faire de Michael Myers l'antagoniste ultime, l'antagoniste immortel qui traversera les âges, mais un premier problème arrivera sur la table. Avec un faible budget de 320 000 $, quel acteur reconnu accepterait de jouer dans ce film sans être payé une fortune? Vint alors le casting de Jamie Lee Curtis, second choix de Carpenter, qu'il repérera dans une série télévisée Opération Petticoat lorsqu'elle n'était pas encore connue. Une belle opportunité pour la jeune actrice, mais aussi un clin d'œil sympa au genre du film d'horreur quand on sait que le personnage de Marion Crane de Psycho était interprété par sa mère. Le personnage du Dr Loomis sera proposé à une figure indémodable du film d'horreur Christopher Lee et Peter Cushing, mais ils refuseront le rôle à cause du faible budget du film, ce qui était une erreur, avouera Christopher Lee quelques années plus tard. Donald Pleasence acceptera alors le rôle du Dr Loomis et sera le seul acteur établi au cœur de ce film. Et l'un des castings le plus important, celui de Michael Myers, sera divisé en trois. Will Sandin pour interpréter le jeune Michael Myers, Nick Castle pour la majorité des scènes du film, et Tony Moran donnera son visage à Michael Myers lorsque celui-ci sera démasqué. Un pari risqué par les deux producteurs de faire un film si ambitieux avec un si petit budget, mais ils ne s'attendaient pas à assister à l'un des succès les plus rentables du cinéma. 15 ans après avoir poignardé sa sœur la nuit d'Halloween, Michael Myers s'échappe de l'hôpital psychiatrique dans lequel il se trouve et retourne dans la ville de Haddonfield. C'est alors qu'il va chasser les adolescents de sa ville et surtout une babysitter nommée Laurie Strode, dont le père veut vendre sa maison d'enfance. C'est le 25 octobre 1978 que Halloween débarque au cinéma aux États-Unis et dévoile alors ce tout nouveau tueur en série qui sera rapidement iconisé de par sa violence, mais surtout de par son apparence. Dès les premières minutes, nous rencontrons Michael Myers à son plus jeune âge, déjà masqué. Par cette vue à la première personne, nous nous mettons dans sa peau, nous agissons comme lui, nous pensons comme lui, mais cette vue à la première personne sert surtout à nous déstabiliser et nous faire peur. Que va-t-on voir? Qu'est-ce qui va nous surprendre? C'est au fur et à mesure que la scène avance que nous comprenons qu'ici, nous assistons à la naissance du meurtrier Michael Myers. Muni de son couteau et de son masque, il tuera sa sœur sans même un frisson, sans même aucune hésitation. Mais la véritable iconisation de Michael Myers se fera quelques minutes plus tard, accompagné par son célèbre thème composé par Carpenter lui-même. Michael apparaîtra tout d'abord hors champ, et ensuite, nous aurons, comme dans la scène d'exposition, quelques plans en première personne pour nous faire ressentir sa présence, mais nous pouvons aussi l'entendre avec cette respiration étouffée par son masque. Nous sommes dans la peau du meurtrier, et comme de nombreux films que nous avons déjà analysés sur cette chaîne, en utilisant ce procédé, il bâtit immédiatement Michael Myers comme une menace à peine visible, car depuis son retour à Haddonfield, nous ne voyons pas son visage, mais uniquement son corps. Cette caméra autonome détachée des personnages qui ne cessent jamais de bouger renforcera encore plus la présence du meurtrier ainsi que la menace qu'il représente. On le voit partiellement à bord d'une voiture, sur le trottoir, derrière un buisson. Le mystère se crée alors petit à petit autour du personnage de Myers jusqu'à enfin le voir de nos propres yeux. Partiellement dissimulé derrière un buisson, nous découvrons enfin le personnage sous son plus célèbre attirail, un bleu de travail, des chaussures de chantier,
mais surtout ce masque blanc qui deviendra le masque le plus célèbre des fêtes d'Halloween. Le masque de Michael Myers a une histoire bien particulière, car au début dans le script de Carpenter et Hill, rien n'indique que le meurtrier porte un masque, absolument aucune ligne du script ne fait l'état d'un masque blanc pour recouvrir l'identité de Myers. C'est alors que Tommy Lee, chargé de production à l'époque, découvre par hasard dans un magasin de déguisement le masque de William Shatner, alias le Capitaine Kirk dans la série télévisée Star Trek. L'idée lui vint alors en tête et l'équipe du film modifiera complètement le masque en lui retirant sa couleur beige pour une couleur blanche et en retravaillant les cheveux, le visage de Michael Myers est enfin né. Et que dire de ce masque si ce n'est qu'il remplit à la perfection sa fonction. Mission accomplie pour son réalisateur John Carpenter qui voulait faire de son antagoniste la figure du mal par excellence, et il s'inspirera aussi pour la conception du masque du film Les yeux sans visage de George Freineau en 1960 avec ce masque blanc sans aucune expression sur la peau de Christiane pour cacher son visage déformé par un accident de voiture. Celui de Michael Myers possède les mêmes caractéristiques, il est un simple visage sans émotion dont les yeux ne sont pas perceptibles lorsqu'il est fondu dans l'obscurité, contrairement à sa peau blanche qui quant à elle est visible dans n'importe quel recoin sombre. Le masque de Michael Myers sera très facile à reconnaître car il sera immédiatement associé à la peur et à la mort dans le film, et cela même en pleine journée, ce qui rend un film d'horreur encore plus effrayant quand il parvient à mettre en garde son spectateur, même dans un décor éclairé. Mais alors, pourquoi Michael Myers porte-t-il un masque? Eh bien si l'on se réfère à l'histoire et seulement à l'histoire, il n'y a pas de réelle raison mis à part conforter le personnage dans ses souvenirs d'enfance ou alors se fondre dans la fête d'Halloween qui prend place durant la majorité du film. Son premier meurtre sur sa sœur fut réalisé sous un masque de clown, alors 15 ans plus tard, il réitérera cette expérience avec un masque qui lui collera à la peau tout le reste de sa vie, tout comme ce trauma d'enfance dont il est le principal auteur. Tué sous un masque l'enverra en asile psychiatrique où il a sûrement dû faire face à son visage, à son identité, une chose dont il veut sûrement se séparer. Son masque ne dissimule pas son identité car elle est connue des services de police, il sera juste un moyen de ressasser son passé et de faire monter la tension lorsque celui-ci reviendra dans son ancienne ville, pillera la tombe de sa sœur et retrouvera sa vieille maison. Ce qui collerait à la perfection la véritable raison donnée par John Carpenter d'avoir fait de Michael Myers un personnage masqué. Le masque déshumanisera Michael Myers, le rapprochant plus d'une machine increvable que d'un être humain. Il est surpuissant, il n'a pas l'air de ressentir la douleur, et c'est même à se demander s'il peut mourir. Il représente le diable, l'enfer, mais surtout un fantôme du passé recouvert d'un drap blanc, pouvant apparaître à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. En plus de cela, ce masque de par sa couleur se mariera parfaitement avec les ombres pour lui donner une apparence effrayante en exagérant ses pommettes et les différentes lignes de son visage dans les recoins d'une maison où il était jusque-là invisible. Le masque effacera complètement le jeune homme du début du film pour créer de toutes pièces la vision de cauchemar que l'on peut se faire d'un tueur en série, et tout cela agrémenté par le récit du film qui, à travers le personnage du Dr Loomis, énumérera les horreurs dont Michael Myers est capable. Cet enfant de 6 ans au visage mort, pâle, où ne se peignait aucune émotion, avec d'immenses yeux noirs. Carpenter racontera même que sa principale aspiration pour ce personnage sans émotion viendra d'une visite d'un centre psychiatrique où il rencontrera un jeune homme au regard sans âme, schizophrène, avec le visage au teint pâle. Myers sera directement iconisé et son apparence, en plus de sa légende, créera le mythe de toute pièce du tueur sanglant au masque blanc qui encore une fois disparaîtra à la fin du film, faisant de lui le croque-mitaine immortel, encore audible dans le quartier d'Haddonfield. Avec une recette de 47 millions de dollars à l'époque, ce qui équivaut à 227 millions de dollars actuellement, pour seulement 320 000 dollars de budget, Halloween, la nuit des masques sera un succès retentissant dans le cinéma d'horreur, bien qu'il fût accueilli par de nombreuses critiques à sa sortie, lui reprochant sa violence et son sadisme. Et bien évidemment, qui dit succès appelle les studios à faire des suites, et une franchise comme Halloween en possède au total 13 pour l'instant, avec une évolution des masques propre à chaque film. Halloween 2 de Rick Rosenthal en 1980, toujours écrit par Carpenter et Debra Hill, se déroulera directement après les événements du premier opus. Michael Myers reviendra avec un masque presque similaire, mais présente pourtant quelques différences au niveau de ses cheveux et dans sa couleur principale un peu moins blanche, tout comme ses sourcils qui pour une fois seront apparents. Ici, le masque a du vécu, ce qui n'est pas illogique après les événements du premier Halloween. Une première différence majeure sera ce masque taché de sang après avoir été touché par 2 balles dans la tête avant d'exploser avec le Dr Loomis, mais Michael Myers reste le croque-mitaine immortel,
Alors nous le verrons faire ses derniers pas avant de s'écrouler au sol, détruisant totalement le masque emblématique de Michael Myers. En 1982, Halloween le sang du sorcier sort en salle et pour la première fois, aucune trace de Michael Myers dans le film, ce qui contribuera à son échec commercial. Alors que faire pour sauver une franchise bien établie au cinéma? Ramener son personnage emblématique en 1988 dans Halloween 4, le retour de Michael Myers, sous une autre timeline pour ne pas rendre les précédents films incohérents. Dans ce film, Michael Myers reviendra avec un masque considéré comme étant le moins réussi de la franchise, car il présente certes les traits principaux de ses anciens masques, mais sa forme est différente, moins menaçante et plus ridicule, des sourcils prononcés et des cheveux plaqués en arrière. Et cela ne va pas s'arranger en 1989 avec Halloween 5 La vengeance de Michael Myers, qui mettra en scène un masque totalement différent qui sera systématiquement élu comme le pire masque devant celui de 88. En 1998, Halloween H20 sort au cinéma pour fêter les 20 ans de la franchise avec Jamie Lee Curtis de retour dans le rôle de Laurie Strode. Le masque original reprendra petit à petit sa forme dans cette suite, avant de réellement retrouver un semblable du premier film dans Halloween Résurrection en 2002, avec des traits plus prononcés, mais toujours ses sourcils peints en marron. En 2007, chamboulement dans la franchise Halloween avec les remakes de Rob Zombie, présentant un tout nouveau masque pour son Michael Myers. Il arborera un masque aux allures d'une citrouille faite à la main, avant de retrouver le masque iconique sous le plancher de sa vieille maison. Ce masque conservera l'héritage du personnage en le rendant plus lugubre, un véritable mort-vivant avec cette teinte grise et ses nombreuses cicatrices. Rob Zombie continuera sur sa lancée avec Halloween 2 en 2009 et son masque complètement déchiré rendant partiellement visible le visage de Michael Myers, une chose rare dans la franchise jusqu'à présent. C'est en 2018 qu'Halloween reviendra au cinéma avec les suites officielles au premier film des années 70, réalisé par David Gordon Green. Le personnage de Michael Myers reviendra dans cette suite avec le masque iconique qui sera exactement comme celui du premier film, bien que vieilli par le temps évidemment. Nous ne voyons pas ses yeux, le visage de Michael Myers n'a plus aucune expression, le croque-mitaine original est définitivement de retour. Halloween Kills suivra en 2021 avec un masque partiellement brûlé, avant de trouver la conclusion à cette nouvelle trilogie en 2022 dans Halloween End, où Michael Myers perdra son masque au cours d'un combat à main nue avant de le récupérer pour mourir avec lui. Son masque lui sera retiré et sa propre arme signera sa fin. Le croque-mitaine immortel se videra de son sang et c'est au cours d'une cérémonie funèbre sous les feux des projecteurs que Michael Myers mourra définitivement sans son masque dans une déchiqueteuse. Le symbole est 6 pieds sous terre, comme si ce masque était la dernière protection qui lui restait depuis tant d'années. Une fin qui aurait dû être bien différente et plus iconique dans son message, car le film aurait pu se conclure dans l'une des usines de masques d'Halloween, où Michael Myers aurait poussé son dernier soupir autour de nombreux masques semblables aux siens. Vous l'aurez bien compris, ce qui n'était qu'au départ qu'un achat banal dans un magasin de déguisement se transformera en un icône du slasher. Un rappel à son enfance, une arme synonyme de peur, une arme effrayante, capable de déshumaniser l'homme derrière celui-ci. Ce masque de Michael Myers traversera les âges car il donnera à ce personnage l'apparence d'un être sans cœur qui ne craint pas la douleur et qui ne possède aucune âme. Il est une machine à tuer, et bien que nous assistons à de nombreuses fois à sa mort, nous devrons toujours faire attention à ne pas voir ce masque blanc se dessiner au cœur de l'obscurité.